Bonjour, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à cette session sur la fin de vie. Je suis ravie d'être là. Je vais donc vous parler des besoins et des attentes des familles dans les situations de fin de vie pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut mieux les accompagner pendant leur expérience en réanimation. Donc en fait, au cours des 20 prochaines minutes, on va commencer par le deuil, avant de parler de ce qui se passe en réanimation, parce que finalement, c'est lorsque l'on interroge les familles au cours du processus de deuil qu'elles nous racontent leur expérience et ce qui a été marquant, facilitant ou au contraire difficile, voire traumatique. Donc on parlera du deuil, et puis ensuite on verra comment on peut intervenir pour réduire potentiellement le syndrome post-réanimation chez les familles endeuillées, qu'est-ce qu'on peut faire en réanimation. Et puis très rapidement, si j'ai le temps, je parlerai de la lettre de condoléances, est-ce que l'équipe de réanimation peut intervenir après le décès. Donc d'abord sur le deuil, eh bien on sait tous que le deuil est une expérience universelle, et que cette expérience peut bien sûr être bouleversante, très difficile, mais la plupart d'entre nous allons arriver à accepter la perte et de vivre avec la perte. Et puis, pour une minorité de la population, à peu près 10%, eh bien, ces personnes vont développer ce qu'on appelle un deuil compliqué ou un deuil prolongé. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à accepter le décès, qui ne trouvent plus de sens à leur vie, qui souffrent d'un isolement social et qui n'arrivent pas à avancer globalement, souvent parce qu'elles souffrent de culpabilité, mais pas toujours. Donc on connaît ce cadre conceptuel qui définit les différentes étapes du deuil. Vous voyez que la dernière étape, c'est l'acceptation. Et donc ces personnes qui souffrent d'un deuil prolongé sont un peu bloquées, ce n'est pas le bon mot, mais restent un peu figées dans les premières étapes du deuil. Juste, si le sujet vous intéresse, je vous invite à voir ce film bouleversant sur le sujet, et c'est vraiment c'est un très très beau film. Donc le deuil prolongé, en 2009, donc il n'y a pas si longtemps, il y a eu un consensus sur les critères cliniques. Donc pour parler de deuil compliqué, il faut que la personne fasse l'expérience d'un manque de manière quotidienne et invalidante. Le manque est vraiment au cœur de ce deuil prolongé. Et puis la personne doit aussi présenter au moins 5 des 9 symptômes que vous voyez décrits là. Je ne vais pas tous les lire, mais vous voyez évitement des choses qui rappellent la perte, amertume ou colère, etc. Il faut attendre que 6 mois se soient écoulés depuis le décès pour commencer à parler de deuil prolongé. Certains disent même maintenant 12 mois. Et puis, ces perturbations vont entraîner des altérations significatives dans les activités sociales, quotidiennes et fonctionnelles de la personne. Donc, vraiment une altération de la qualité de vie. Donc, au cours du deuil, les personnes peuvent développer aussi des symptômes d'anxiété, de dépression ou encore d'un état de stress post-traumatique. Et ce sont des choses qu'on évalue pas mal dans nos études, et puis d'autres équipes le font aussi. C'est intéressant de voir qu'il y a des similitudes et des différences entre stress post-traumatique et deuil prolongé. Donc dans les deux, on retrouve la culpabilité du survivant et un évitement, un sentiment d'engourdissement, c'est important. Et dans le deuil prolongé, mais je l'ai déjà dit, il y a ce sentiment de manque qui est très fort, et puis la difficulté à s'adapter. Et dans le stress post-traumatique, on retrouve plutôt des symptômes intrusifs et d'émoussement qui émanent plutôt de la peur ressentie au moment de l'événement. Donc quoi qu'il en soit, si les personnes présentent ces symptômes, clairement, elles auront une qualité de vie altérée. Donc si on regarde les facteurs de risque pour développer ces différents symptômes, eh bien, on voit qu'il y a 3 ensembles de facteurs de risque. Il y a un ensemble de facteurs qui est en lien avec la personne endeuillée, sa personnalité, ses stratégies de coping, éventuellement un trauma dans le passé, le lien avec le défunt, l'âge, etc. Ce sont des choses sur lesquelles, en tant que clinicien, vous ne pouvez pas agir. Et puis, un ensemble de facteurs de risque en lien avec les circonstances du décès. Et dans la littérature, on voit qu'un décès brutal et puis l'impossibilité de voir le corps du défunt sont des facteurs de risque. Et puis, de manière importante, et ça nous avait mis un petit peu la puce à l'oreille, en 2010, quand on commençait à s'intéresser à ce sujet, on a vu qu'il y avait une petite étude qui montrait qu'un décès en réanimation par rapport à un décès à l'hôpital, ou dans d'autres services à l'hôpital ou au domicile, était associé à une augmentation du risque de développer un deuil prolongé. Donc avec ça en tête, on s'est dit, finalement, on n'a pas une grosse étude, un suivi de cohorte de familles endeuillées suite à un décès en réanimation. Et donc, on a obtenu un financement au PHRC et on a suivi 475 proches de patients, de familles endeuillées.
dont le patient était hospitalisé dans une quarantaine de services. On les a suivis et on les a recontactés 3 semaines, puis 3 mois, 6 mois et 1 an après le décès au téléphone, pour leur faire compléter les différentes échelles. Et on avait montré que 6 mois et 1 an après le décès, la moitié des familles présentaient des symptômes d'un deuil compliqué. Donc c'est 5 fois au-dessus de ce qu'on trouve dans la population générale. Et puis vous voyez aussi une forte prévalence de stress post-traumatique, avec encore plus d'un tiers 1 an après le décès. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'on s'est intéressé aux facteurs de risque en lien avec le séjour en réanimation. Et on a pu montrer que si le proche n'avait pas fait ses adieux au patient et s'il était présent au moment du décès sans accompagnement jugé adapté, eh bien on avait là 2 facteurs associés à une augmentation du risque de développer à la fois un deuil compliqué et un état de stress post-traumatique. On a pu montrer aussi, et c'était important parce que c'est la première fois qu'on montrait avec des statistiques que la communication, ce n'était pas juste un détail, que si le proche était insatisfait de la communication avec le médecin réanimateur, on avait là un facteur associé à une augmentation du risque de développer un deuil compliqué. Et c'est vrai ici sur cette figure à 6 mois, mais c'est vrai aussi à 1 an. Le seul facteur associé à une diminution du risque de développer un deuil compliqué, c'était le fait que le patient, au cours de son séjour en réanimation, était conscient à un moment donné, capable de s'exprimer, et qu'il ait exprimé ses souhaits, et que ses souhaits de refus de traitement étaient acceptés. Et puis enfin, si le patient souffrait de dyspnée en situation de fin de vie, tel que perçu par la famille, on avait là un facteur associé à une augmentation du risque de développer un stress post-traumatique. Donc, dans cette étude, on avait aussi un volet qualitatif. Donc, on a fait des entretiens avec les familles 1 an après le décès. Et on a fait cette partie-là avec une collègue anthropologue, Zoé Cohen-Solal. Et c'était intéressant car ces résultats qualitatifs sont vraiment venus confirmer les résultats de l'étude plutôt quantitative. Et vraiment, les familles, les résultats montraient l'importance de la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. Et quelques extraits ici que j'utilise souvent, donc je m'excuse auprès de ceux qui les ont déjà entendus. Le médecin, dit un proche, c'était Dieu sans l'écoute ni la générosité. Où j'ai eu 3/4 d'heure de conversation avec ce médecin, il étalait sa science, il était comme un mur, il refusait d'écouter ce que j'étais en train de lui dire, c'est très visuel. L'équipe était formidable, très disponible, très gentille, le médecin se souciait de moi, de qui j'étais vraiment, il a pris du temps. Où ce qui est vital, c'est l'écoute, sentir qu'on vous écoute, que vous existez. Donc Alexandre a parlé d'écoute dans sa présentation et vraiment on a compris là que les familles, elles avaient besoin bien sûr d'informations, mais elles avaient besoin d'être écoutées. Et ça c'est vraiment majeur dans leur expérience et je vais revenir dessus plus tard. Et puis, les résultats qualitatifs nous ont aussi rappelé l'importance de la préparation et de l'accompagnement. Faire ses adieux, c'est vraiment majeur pour les familles. La présence au moment du décès, c'est quelque chose qui peut être particulièrement compliqué. Pas chez toutes les familles, bien sûr, mais on sentait bien dans les entretiens que les familles avaient besoin d'en parler avant, de se poser la question si elles avaient vraiment envie d'être là ou si elles se sentaient, si c'était un devoir d'être là, mais que peut-être qu'elles ne souhaitaient pas vraiment être là, et de pouvoir poser des questions et peut-être revoir les soignants après. Et puis sur les souhaits du patient et le respect des souhaits du patient, c'était un peu moins fort dans cette partie qualitative, mais suffisamment pour qu'on en parle. Et je trouve que la fin de cet entretien, de cet extrait-là, est assez beau. Et la dame dit « c'est bien qu'on n'ait pas eu de grandes décisions à prendre, c'est quand même une grande paix qu'on vit dans le deuil ». Donc cette étude, et évidemment d'autres études, mais j'insistais un petit peu sur celle-là, vraiment nous ont permis de bien comprendre les besoins et les attentes des familles. Elles ont besoin d'écoute et d'empathie, qu'on prenne en compte le patient en tant que personne, ses besoins, ses souhaits, ses valeurs, ses croyances. Elles ont besoin de se préparer au décès, de faire leurs adieux, ou en tout cas de dire des choses qu'elles jugent importantes, de pouvoir discuter de la présence au moment du décès. Et puis, et c'est très fort, mais ça a été montré dans d'autres études, cette peur qu'elles ont qu'on va abandonner le patient parce qu'il est en fin de vie, qu'on va moins bien s'occuper de lui. Et puis, évidemment, les symptômes du patient, c'est aussi important pour les familles. Donc, je voudrais maintenant passer à la troisième partie de ma présentation. Est-ce qu'on peut réduire le risque de développer un syndrome post-réanimation, donc anxiété, dépression, stress post-traumatique, deuil compliqué, chez les familles endeuillées? Qu'est-ce qu'on peut faire en réanimation pour améliorer leur expérience?
Donc la première étude que je voudrais vous présenter est basée sur une approche développée par Randall Curtis, qui est une conférence de fin de vie qui regroupe autour de la table médecins, infirmiers et familles, ou psychologue, c'est un psychologue en charge aussi du patient. Et l'idée, c'est que le médecin qui mène cet entretien va respecter cet acronyme en anglais de value, qui est de mettre en valeur ce que dit la famille, de reconnaître ses émotions, de l'écouter. Et Randall Curtis avait montré dans une étude qu'il avait travaillé sur les opportunités manquées au cours des entretiens entre famille et médecins. Et il montrait que ce qu'on ratait le plus, c'était l'écoute et de répondre vraiment aux questions des familles. Puis dans une autre étude, il avait montré que plus le temps de parole de la famille est long au cours d'un entretien, plus elle est satisfaite. On ne parle pas de 20 à 40 minutes, de quelques minutes en plus. Bref, donc écouter la famille, essayer de comprendre le patient en tant que personne et expliciter les questions que se posent les familles. Et dans une étude que nous avons faite au sein du groupe Familia avec Alexandre, on a associé cette stratégie avec la remise d'un livret de fin de vie pour voir si ça avait un impact sur le vécu des familles. Et on a montré que les familles qui avaient bénéficié de cette stratégie proactive, de communication proactive, présentaient moins de symptômes d'anxiété, de dépression et d'un état de stress post-traumatique 3 mois après. Donc c'est une étude importante et je pense qu'elle a été publiée dans un très bon journal parce que c'est la première étude qui montre que lorsqu'on améliore la communication avec les familles en réanimation, ça a un impact important sur leur vécu dans les mois qui suivent. Et donc on peut mieux faire. Une autre étude ici auprès de familles de patients qui sont pas en fin de vie, mais à haut risque de décéder, c'est l'intervention d'un facilitateur de la communication qui est un infirmier, une assistante sociale formée à la communication et qui est là pour faciliter la communication et puis répondre aux besoins de chaque famille en termes de communication et de gérer aussi les tensions et les conflits. Et dans cette étude, on voit que les familles qui ont bénéficié de l'intervention d'un facilitateur présentaient moins de symptômes de dépression 6 mois après, pas d'impact sur l'anxiété et le stress post-traumatique. Donc, ça pose la question, est-ce que le fait d'avoir un soignant formé et dédié peut améliorer le vécu des familles? On a terminé une étude en France sur le sujet, mais pas dans les situations de fin de vie, qui montrent que ça n'a pas d'impact sur les familles, mais encore une fois, on n'est pas dans la fin de vie. Une autre intervention ici de notre équipe américaine, qui est une intervention à composantes multiples de soutien aux familles menée par les infirmières du service. Donc dans chaque service, il y avait 5 ou 6 infirmières formées à la communication et qui étaient là pour accompagner les familles au cours de leur trajectoire dans le service, pour leur apporter soutien émotionnel, les aider dans les prises de décision et organiser la communication avec les médecins. Et dans cette étude, il n'y a pas eu d'impact sur les symptômes des familles dans les mois qui ont suivi la sortie ou le décès du patient. Et par contre, c'était associé à une meilleure évaluation de la communication. Et puis, je voudrais vous parler de cette étude, puisque c'est une étude qu'on a fait, une étude française, où on a testé l'impact d'une stratégie de communication et d'accompagnement, donc en 3 étapes, auprès de familles de patients qui décèdent en réanimation suite à une décision de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques. Donc, c'est un essai randomisé en cluster. On a tiré au sort les services qui ont accepté de participer, soit pour être service contrôle, pratique habituelle, soit service interventionnel. Et je vous décrirai les 3 étapes dans la diapo d'après. Et puis, nous avons suivi les familles pendant 6 mois. Et notre hypothèse, c'était que les familles dans le groupe interventionnel présenteraient moins de symptômes d'un deuil compliqué, enfin prolongé, et puis seraient moins à risque de développer un syndrome post-réanimation. Donc, dans les services interventionnels, il a fallu qu'on se déplace, qu'on organise des réunions pour présenter un peu cette intervention aux équipes. On a utilisé une vidéo animée de 9 minutes qui décrivait en détail l'intervention, qui donnait des exemples de questions, de phrases qu'on pouvait utiliser. On avait un référent dans chaque service, et puis chaque service a eu une période d'1 mois pour tester l'intervention, se familiariser avec les différentes étapes et revenir vers nous si les personnes avaient des questions ou des doutes. Donc les 3 étapes sont là. Alors désolé, le schéma est en anglais. Donc 3 étapes. À chacune des 3 étapes, on a demandé au médecin et à l'infirmier du patient d'être impliqués. Et à chacune des 3 étapes, on leur a demandé aussi d'être attentifs à la communication verbale et non verbale. On insistait un peu là-dessus dans la vidéo d'animation.
Donc la première étape, c'est une conférence de fin de vie, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, sauf qu'on demande là aux équipes d'aller un peu plus loin et de vraiment aborder la présence au moment du décès, les besoins spirituels, religieux, encourager les familles à faire leurs adieux, etc., pour vraiment les préparer à cette fin de vie. La deuxième étape, c'est une fois que les décisions ont été arrêtées ou limitées, et dans plus de 80% dans cette étude, c'était des décisions d'arrêt des thérapeutiques, et on demandait au médecin, à l'infirmier d'entrer séparément au moins une fois dans la chambre pour montrer le non-abandon. Voilà, on n'abandonne pas le patient parce qu'il est en fin de vie, et puis pour leur donner des opportunités aussi de poser des questions, d'exprimer ce qui n'allait pas. De valoriser leur présence, mais aussi de les déculpabiliser si elles souhaitaient partir, puis d'être attentif à leur confort aussi, un verre d'eau, la température, la luminosité dans la chambre, etc. Et puis la troisième étape, c'était dans les heures qui suivaient le décès du patient, on demandait au médecin et à l'infirmier de revoir la famille pour présenter ses condoléances, pour reconnaître les émotions des familles, voir si elles avaient des questions sur le séjour en réanimation ou la fin de vie, et dire que l'équipe restait disponible dans les semaines et les mois qui suivent pour répondre aux questions. Donc on a inclus 875 proches dans cette étude, c'était notre plus grosse étude, dans 34 services de réanimation. Il y a 2 services qui se sont retirés parce que l'intervention leur semblait trop éloignée de leur pratique et trop difficile à mettre en place. Donc l'étude était plutôt positive puisqu'on a montré que 6 mois après le décès, on avait une prévalence beaucoup moins importante dans le groupe interventionnel que de deuil compliqué, dans le groupe interventionnel que dans le groupe contrôle. On avait des résultats positifs aussi sur tous nos effets, sur tous nos critères de jugement secondaire, à 1 mois, à 3 mois, ou encore ici à 6 mois. Vous voyez qu'on a moins de symptômes d'anxiété, de dépression, de stress post-traumatique dans le groupe interventionnel. Donc cette étude, elle montre que lorsque l'on améliore le soutien et l'accompagnement des familles en réanimation, c'est efficace, ça marche, ça a vraiment un impact fort sur les familles. Donc je vous invite à essayer de mettre en place ces 3 étapes, si vous ne le faites pas déjà, de vraiment réfléchir à la communication verbale, parce que les familles sont très très sensibles. Peut-être que la 3e étape était la plus novatrice, mais bon, on a évalué un bundle, les 3 ensemble, donc c'est difficile de le dire. En tout cas, l'étude, elle rappelle, et c'est important, que le deuil est bien sûr façonné par la personnalité, l'âge, les stratégies d'adaptation, etc. Mais c'est aussi une expérience sociale qui est influencée par les interactions avec les autres, avant et après le décès, donc avec les soignants de réanimation. Et puis, si j'ai quelques minutes encore... 2 minutes très vite, juste pour vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans l'après, parce qu'on voit que dans les mois qui suivent, les familles expriment le besoin de revoir l'équipe pour poser des questions, et puis elles ont envie aussi de se sentir moins abandonnées, de recevoir du soutien, et donc on s'était dit peut-être que si on envoyait une lettre de condoléances, ça pourrait aider les familles. Donc je vais passer très vite, mais en tout cas c'était un essai randomisé. On a tiré au sort les familles qui recevaient une lettre de condoléances 15 jours après le décès, et on a montré que sur notre critère de jugement principal, à 1 mois, ça n'avait pas d'impact sur l'anxiété et la dépression, sur le score. Par contre, on avait une petite tendance à avoir plus de dépression dans le groupe avec lettre de condoléances, et cette tendance s'est confirmée à 6 mois, puisque les familles qui avaient bénéficié d'une lettre de condoléances présentaient plus de symptômes de dépression et d'un état de stress post-traumatique. C'était assez difficile pour nous parce que la partie qualitative nous montrait tous les bienfaits, mais quand même, certaines familles ont clairement exprimé des doutes, ne comprenaient pas pourquoi elles avaient reçu cette lettre, et puis surtout, les familles ont exprimé que la lettre a entraîné un besoin de soutien que nous n'avions pas du tout anticipé dans l'étude, et c'est donc soldé sans doute par de la frustration pour un certain nombre de familles. Voilà, on pourra en parler si vous avez des questions, mais je passe là-dessus. Et je voudrais juste finir avec la dernière diapo pour rebondir finalement sur le topo d'Alexandre. C'est que oui, on peut améliorer l'accompagnement et la communication avec les familles, et ça permet d'améliorer le vécu des familles dans l'après. Par contre, on ne peut le faire que dans un service où le climat éthique est adapté, c'est-à-dire que pour bien communiquer avec les familles, déjà, il faut bien communiquer entre soignants, il faut que ce soit une priorité, il faut que le chef de service, les cadres priorisent cet aspect de la prise en charge des patients et des familles.
Il y a des formations aussi. On dit qu'il faut écouter, mais ce n'est pas si facile d'écouter. Ça s'apprend. Et puis enfin, il y a des recommandations. D'ailleurs, cette année seront publiées les recommandations de bonnes pratiques pour la fin de vie en réanimation par la Société européenne. Donc ça nous donnera un outil supplémentaire. Je vais arrêter là. Merci. Merci beaucoup, madame. On comprend déjà, après votre topo, que nous, soignants, on ne doit pas être de simples distributeurs envers les familles et les proches et les patients, de simples distributeurs d'informations, mais bien que nous devons développer à la fois l'écoute et puis la communication. Vous avez insisté verbal et non verbal, donc bon, je pense que vous allez revenir peut-être dessus. Bon, maintenant, peut-être la salle va avoir des questions. Donc, voilà. Alors moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'on peut réagir face à l'agressivité et au refus d'une famille des prises de décision? C'est pas simple. Alors l'écoute, c'est sûr, je pense que c'est très important, mais est-ce qu'il y a des petits tips pour... Oui, alors en fait, les études sur le conflit montrent que quand il y a un conflit en réanimation, le plus souvent, dans la majorité des cas, c'est lié à un problème de communication. Donc, après, bon, vous allez me dire, il y a des familles qui n'entendent pas, on répète, les familles n'entendent pas, donc ça peut être compliqué, hein, c'est pas du tout facile de communiquer. Et je pense que quand on sent qu'on perd la confiance de la famille, c'est bien de faire intervenir quelqu'un d'autre. Ça peut être un autre médecin du service, ça peut être la psychologue, ça peut être parfois dans une situation de conflit vraiment important, un médiateur ou quelqu'un d'extérieur. Parce que finalement, quand la confiance est perdue, on peut répéter la même chose 10 fois, 100 fois, on ne sera jamais entendu. Donc, tips, non, j'en ai pas malheureusement, mais je pense que vraiment réfléchir à potentiellement, qu'est-ce qui a créé ce conflit? Des fois, on n'imagine pas, et on peut demander à la famille, hein, qu'est-ce qui fait qu'elles sont dans le désaccord, et parfois elles vont vous dire, vous m'avez dit ça à J3, et puis maintenant vous me dites autre chose. Enfin, voilà, vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il y a eu une incohérence. Voilà. Et puis, je pense que vraiment, essayer de faire intervenir quelqu'un d'autre, ça peut vraiment aider. Les soins palliatifs, notamment. Par exemple, ça peut être les soins palliatifs. Après, il y a une étude qui montre que c'était une étude randomisée aussi, où on faisait intervenir l'équipe de soins palliatifs auprès des familles, et c'était associé à plus de stress post-traumatique chez les familles, parce que finalement, il n'y avait pas eu de contact préalable entre cette équipe, enfin, c'est une hypothèse, hein, mais entre l'équipe de soins palliatifs et la famille. Il n'y avait pas de continuité, et puis le médecin réanimateur n'était pas présent, ou très peu présent à ces réunions. Donc quand on fait intervenir quelqu'un d'autre, et je pense que c'est très bien de faire intervenir l'équipe de soins palliatifs, mais il faut le faire avec l'équipe de réanimation pour qu'il y ait de la continuité. Question ? Merci beaucoup, Nancy. Les patients qui sont décédés, en général, on ne revoit pas les familles après. On est de plus en plus nombreux à faire des consultations post-réa, et en général, on voit les patients avec ou sans leurs proches, mais les familles après. Bon, votre étude était négative, mais on pense quand même qu'une idée est bonne malgré tout. Est-ce que tu penses est-ce qu'il y a des données dans la littérature qui disent que si les familles endeuillées sont revues par l'équipe de réanimation, dans le cadre d'un follow-up post-réa, il y a un impact sur les deuils pathologiques, sur le PICS Family, sur des outcomes comme ça? À ma connaissance, il n'y a pas d'essai randomisé qui montre l'impact d'une consultation post-décès avec les familles. Dans le papier qu'on a publié en 2022, on voit que le fait de revoir la famille juste après, ça peut potentiellement être bénéfique. Après, dans les semaines et les mois qui suivent, la question se pose, est-ce que la famille a envie de revenir en réanimation ou à l'hôpital? Peut-être, peut-être pas. Donc je pense que le fait de le proposer, ça peut être une très bonne chose. Je pense que c'est un peu comme la visite 24 heures sur 24, etc. Ce qui est important, c'est de le proposer. Et les familles ne vont pas forcément être là 24 heures sur 24 parce que vous leur proposez, mais le fait de savoir qu'elles peuvent l'être, c'est bien. Et peut-être que dans les situations de deuil, le fait de savoir qu'elles peuvent contacter l'équipe et y aller et voir un médecin, ça peut être très aidant. Donc je pense qu'offrir la possibilité, ce serait bénéfique. Oui. Parce qu'on a vu que les familles qui ont reçu la lettre de condoléances s'en sont emparées. Elles ont pour 60% écrit aux équipes de réanimation. Et un certain nombre voulaient plus, mais on ne l'avait pas anticipé. Donc les équipes ne pouvaient pas répondre à cette demande. Je ne sais pas si ça répond vraiment. Mais...
J'avais une question par rapport, lors du Covid, dans notre service de réanimation, on a été confronté à des mesures assez complexes de gestion du corps du patient. Enfin, je pense que c'était pareil pour tout le monde, hein, et notamment avec une grande difficulté pour les familles à voir le corps du proche décédé. Je voulais savoir si vous aviez essayé ou mis en place des mesures particulières par rapport à ça. Moi, j'avais essayé de proposer une photo du défunt. Ça n'a pas pris parce que c'est compliqué à organiser. Qui prend la photo, qui l'imprime, comment la donner aux gens. Mais bon, et puis on n'a pas finalement, j'ai pas eu l'impression que les gens la voulaient. En tout cas, on avait proposé ça. Je ne sais pas si vous avez eu des idées particulières à ce sujet-là. Oui, alors juste côté recherche, hein, parce que moi je ne suis pas soignante dans un service de réanimation, mais on avait fait une étude au moment du Covid sur les familles et aussi sur les familles endeuillées, et on avait fait une étude qualitative, et effectivement, les familles nous parlaient beaucoup du fait qu'elles n'avaient pas pu revoir le corps, avec un sentiment d'irréalité très fort, c'est-à-dire qu'on nous appelle, on nous dit que le patient est mort, et puis on ne le revoit plus jamais, quoi. Et donc ça a été compliqué. Par contre, on avait mesuré l'état de stress post-traumatique et le deuil compliqué chez ces familles en les comparant à des familles de patients qui étaient décédés pour d'autres raisons que le Covid. Et on n'avait pas eu plus alors qu'on pensait qu'on aurait plus de deuil compliqué, d'état de stress post-traumatique dans ce groupe-là. C'était intéressant. Donc, en fait, je ne peux vous répondre que sur la partie recherche, mais peut-être que quelqu'un dans la salle a une autre réponse sur la gestion du corps du défunt pendant le Covid. Mais je pense que c'était un problème pour les familles et aussi pour les soignants. Et je me souviens, moi j'ai fait pas mal d'entretiens avec des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes. Et les infirmières et les aides-soignantes disaient à quel point c'était difficile de fermer la housse en sachant qu'elles étaient les dernières personnes à voir le corps et qu'elles se sentaient mal vis-à-vis des familles. J'ai trouvé que c'était très fort ça dans les témoignages qu'on a eus. Nancy, bonjour, c'est Jean Régnier ici. Je voulais juste dire un petit mot après ce qu'avait dit Guillaume Thierry et ce que tu as dit sur la consultation ou la possibilité de revoir pour les familles. À Nantes, il y a une expérience qui est faite par l'équipe de soins palliatifs qui adresse un courrier qui propose aux familles endeuillées de les revoir. Et en fait, le bénéfice ou l'intérêt des familles semble diminuer très très vite. Il est très aigu juste après le décès, dans les quelques jours après. Et en fait, c'est surtout, avant tout, une demande d'organisation et sociale. Ils ont besoin d'un vrai soutien, là. Comment ça se passe, etc. Et après, leur impression, ça demande tout ça à être publié. Je ne veux pas parler à leur place en plus, mais on en parle assez souvent. C'est qu'ils tirent un trait derrière. Il y a le process de deuil. Et leur impression, c'est qu'il y a un besoin vraiment très aigu dans les jours après, et qu'après, ça diminue très très vite. Donc laisser la possibilité, oui, pour ceux qui le souhaitent, mais si peut-être on faisait une autre étude un jour, ce serait un soutien un peu à l'image de ce que font les coordinations après un don d'organes, ou d'ailleurs c'est peut-être un des bénéfices qu'en tirent les familles, d'avoir une aide à tout ce qui se passe juste après le décès, quoi. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense aussi que l'idée d'un appel téléphonique, donc nous on fait ces études et on a une équipe on rappelle les familles à 3 mois, 6 mois, etc. pour faire passer des questionnaires. Et en fait, c'est pas juste la passation de questionnaires, c'est des vrais échanges. Les familles se lâchent et partagent beaucoup et nous disent à quel point elles vivent ces entretiens comme du soutien, ce qui pose question sur notre rôle. Mais je pense que peut-être qu'un appel dans les semaines qui suivent le décès pourrait être bénéfique, un peu comme font, je pense, les équipes de coordination. Ça pourrait être un bon compromis, entre guillemets. Ce n'est pas trop intrusif et la famille n'est pas obligée d'aller plus loin. Merci beaucoup, Nancy. Merci à vous.